Bonsoir à tous. Je pense que vous devez nous entendre. Oui, je pense. Bonsoir. Tu veux présenter, Vincent? On lance la présentation. OK. Alors. Donc, vous devez voir mon écran. Donc, bienvenue à tous pour cette 6e réunion du Club Visnao. On ne voit pas, Vincent, ton écran. Ah, pardon. Alors, hop, ça doit être mieux comme ça. C'est mieux. Merci. Donc ce soir, on a un programme assez complet avec, comme d'habitude, une première partie qui sera consacrée à la revue de presse et à des nouveautés sur Power BI. Puis dans une deuxième partie des cas d'usage, on vous en présentera 2 que Éléonore et moi avons préparés. Alors, pour vous resituer un petit peu le contexte, on va se représenter rapidement. Donc Vincent Lacombe, je suis expert comptable et j'interviens sur des missions de commissariat aux comptes. Nous avons l'honneur avec Éléonore de co-animer ce club et de vous présenter ces différents cas d'usage. Vous pouvez retrouver sur la page LinkedIn du club un peu l'historique de ce qui a été fait et vous avez des replays sur le site. Éléonore, je te laisse dire quelques mots te concernant. Ton micro est coupé. Bonsoir à tous. Donc Éléonore, j'ai fondé un cabinet de data consulting. On intervient avec Vincent depuis quelques temps maintenant pour le club Visnao. Je suis aussi expert comptable. Donc enchantée pour ce soir. On a pas mal de sujets. Je pense qu'on peut avancer, Vincent, sur les nouveautés, parce que les cas vont être un petit peu longs, je pense. Eh bien, parfait. Alors, dans le cours de cette soirée, vous pourrez poser vos questions dans le chat, sachant que malheureusement, on n'a pas la possibilité de vous faire intervenir par micro, mais on suivra attentivement vos questions. Alors, les actualités, on va commencer par la revue de presse, comme à chaque club. Revue de presse que j'ai préparée en retenant 4 articles, dont 3 à l'étranger. Le premier article qui provient du journal Journal of Accountancy, un journal américain édité par des experts comptables donc, américains. Dans le numéro de mars, ils ont consacré un article aux techniques d'analyse de données et de data visualisation en audit qui résume un petit peu les différents enjeux qu'on soulève lors des soirées du Club Visnao, notamment le traitement de volumes de données importants et qui explique qu'il y a une multitude d'outils et qu'on a à la fois du Excel et on a des solutions de machine learning et des solutions d'intelligence artificielle dont on va parler d'ailleurs ce soir un petit peu. Et ce qui est assez intéressant aussi dans cet article, c'est qu'ils mettent en évidence que grâce à toutes ces nouvelles technologies d'analyse de données, on est capable d'avoir un niveau de granularité beaucoup plus fin sur les représentations visuelles. Je pense notamment à tout ce qui est donc les bar charts et autres. Auparavant, on avait plutôt l'habitude de faire du comparatif annuel année N, année N-1. Et ce que cet article souligne, c'est la capacité à analyser les chiffres mensuellement. Cet article met également en évidence les corrélations entre les indicateurs clés que peuvent permettre de représenter ces outils avec l'approche par les risques et l'identification des risques du commissaire aux comptes. Donc, en fait, le point vraiment important de cet article, c'est de souligner qu'on passe d'une approche un petit peu traditionnelle à une approche orientée vers la data, data-driven, qui permet de s'attacher à identifier les risques et de définir en fait un niveau de taux d'anomalie pour chacune des écritures en recourant à l'IA, en recourant à la data vise, etc.
Et dans cet article, il y a un tableau qui est assez intéressant que j'ai reproduit ici, qui, sur la base d'un sondage réalisé par la ICPA, explique les obstacles, les freins pour l'adoption de ces technologies par les auditeurs. Et le premier frein qui est représenté, c'est le manque de formation et de moyens pour s'investir dans ces différents outils. Et on constate que le deuxième frein, c'est un manque de conviction sur le fait que les technologies sont utiles, sont pertinentes pour l'audit. Le deuxième article que j'ai retenu est également issu de la même publication, cette fois du mois de février, et explique en fait les apports de l'intelligence artificielle pour les auditeurs. On en a parlé un petit peu au cours de précédents clubs. Et cet article, il explique un petit peu ce que ça va permettre de mettre en place grâce à l'IA, à savoir des tests sur les écritures comptables qui vont être beaucoup plus larges en termes de périmètre. D'ailleurs, il y a un des professionnels interviewés dans cet article qui explique qu'on va pouvoir parcourir 100% d'un échantillon grâce à l'IA pour détecter des anomalies. Et le rôle de l'IA qui est mis en exergue dans cet article, c'est vraiment de déterminer des écritures qui vont être atypiques ou des lignes de stock, des lignes de facturation qui vont être anormalement élevées, etc., en ayant une approche beaucoup plus rapide et moins manuelle que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et donc, l'IA l'article fait l'éloge de l'IA pour traiter des gros volumes de données, notamment pour lire des relevés bancaires, pour lire des contrats, etc. Le troisième article, qui provient cette fois, on va passer des États-Unis à l'Australie, In the Black, qui est la publication des experts comptables australiens. Dans cet article du mois de décembre dernier, ils soutiennent que Python est un langage qui peut apporter beaucoup de choses aux professionnels en expertise comptable et en audit, à différents plans, sur l'automatisation, sur le nettoyage des données et même sur la data visualisation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet article distingue bien l'apport de Python pour la data visualisation de celui de Power BI ou d'autres outils de business intelligence, en disant clairement que ces outils de BI vont être beaucoup plus approfondis pour représenter des data vis interactives, là où Python va être un petit peu plus statique selon la bibliothèque que l'on va choisir. Et le dernier article, on retourne en France, provient du SIC que vous recevez normalement, qui a été écrit par Yann Fontaine, qui se base en fait sur une étude qui a été réalisée aux États-Unis quant à l'utilisation de l'IA générative dans un secteur qui est le secteur des centres d'appels téléphoniques. En fait, un groupe de chercheurs a réfléchi à mesurer l'impact de l'IA en retenant deux populations, une population qui utilisait l'IA et une population qui ne l'utilisait pas. Et les résultats, alors je vous invite vraiment à lire l'article qui fait environ 3 voire 4 pages et qui est très, très bien construit et illustré. Mais ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que l'IA permet une meilleure productivité. Bon, ça, ce n'est pas une révélation, avec une hausse de 14% du nombre de demandes résolues par heure. Ce que ça révèle aussi, c'est une montée de compétences des agents qui travaillent dans ces centres d'appel, ce qui sous-tend que l'IA permet de faciliter la formation et l'onboarding des collaborateurs. Quand un nouveau collaborateur arrive, on va pouvoir plus rapidement le faire rentrer sur ses tâches grâce à l'IA. Et troisième enseignement qui n'est pas forcément une évidence, mais qui a été confirmé par d'autres études, c'est que l'IA a un apport minime pour la productivité des travailleurs plus expérimentés. Et ça, effectivement, d'autres études sur l'IA générative ont montré que même parfois, le gain de productivité pouvait être négatif sur des personnes qui avaient plus d'expérience sur une tâche donnée.
Voilà, donc on va reparler un petit peu de tous ces aspects sur cette soirée et je vais laisser la parole à Éléonore pour les nouveautés de Power BI. Tout à fait. Alors, au niveau des nouveautés, donc j'en sélectionne, il y a eu pas mal de nouveautés là en février-mars, hein, il y en a eu vraiment pas mal entre notamment le desktop et service. Donc, je vous ai sélectionné certaines nouveautés et je vais vous montrer comment on les paramètre notamment. Donc, je vais juste partager avec l'application. Partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Vincent? Ok. Alors, une des premières nouveautés, il parle souvent là du nouveau, enfin, on avait déjà présenté la nouvelle ergonomie que vous avez dû activer dans les previews et qui maintenant est en natif, je crois, sur la version de mars, avec donc les panneaux de navigation sur la gauche, notamment l'affichage de DAX Query qu'on reverra et que j'avais présenté donc il y a début janvier. Et sur la droite, désormais, tous les panneaux de build, d'analyse et de visuel qui se présentent désormais sur la droite avec pas mal de raccourcis et la possibilité, en allant ici, d'ouvrir pas mal de panneaux complémentaires qui étaient avant présents que sur le chapeau d'en-tête. Voilà. Ce qui est à retenir vraiment donc, sur la période, c'est que ici, ils ont rajouté en fait sur les visuels, vous voyez, des éléments pour paramétrer le visuel. Donc, c'est la dernière nouveauté. C'est plus facile finalement d'ajouter les lignes, les colonnes, les valeurs. Ça change beaucoup par rapport à fin 2023. Ils avaient commencé à le faire là en février et puis maintenant ils l'ont confirmé donc avec cet ajout de visuel. Donc maintenant, c'est plus par là que vous allez pouvoir modifier vos lignes, vos colonnes de manière rapide, en ajoutant des données en fait plus facilement plutôt qu'en fait de repasser par ici, se dire qu'on retourne en fait sur les filtres. Hop, je me remets sur les datas et en fait ça rajoute une étape alors qu'ici on ajoute juste les données, on va chercher le champ et ça fonctionne, c'est censé être plus rapide. L'autre nouveauté donc, qui est intéressante, je vous l'avais dit, il me semble la dernière fois aussi, c'est de ne pas hésiter en fait. Les nouveautés, la première chose qu'il faut faire en général, c'est d'aller en fait dans les options et dans vos options, d'aller regarder les options en preview. Voilà. Donc, quand on va regarder les préversions, donc déjà, vous pourrez comparer ce que j'ai coché par rapport à ce que vous avez. Il y a pas mal de previews, notamment les plus intéressantes. Donc, c'est la vue de requête DAX, celle que je vous ai montrée là si vous ne l'aviez pas pour pouvoir la voir. Il y a une autre affiche, il y a une autre coche qui est intéressante qui est le Desk Query View with Copilot. Donc, on verra qui permet de directement dans Power BI Desktop consulter Copilot pour aider à faire certaines mesures DAX ou query DAX. Donc, ça, c'est intéressant. Les calculs visuels, c'est une fonctionnalité que je vais vous montrer là. Donc, c'est une nouvelle façon aussi. Ils ont voulu simplifier en fait les calculs dans les visuels. Ce ne sont plus des mesures qu'on va pouvoir porter d'un visuel à l'autre, mais c'est plus facile de l'intégrer à un visuel. Donc, ça, je vais vous le montrer. Donc, il faut vraiment avoir cette partie-là qui est cochée pour que ça fonctionne. Je vous montrerai aussi, donc Copilot, c'est une façon, il faut activer la preview. Il y a beaucoup de fonctionnalités quand là, vous regardez les nouveautés, si vous suivez, qui sont quand même beaucoup liées à la licence premium. Donc, pas la licence premium par user qui est encore abordable, la licence premium capacity en termes de capacité qui là peut aller à 5 000 € par mois. Donc, il faut quand même faire attention voilà, à faire le distinguo entre ce qui présente en preview et ce qu'on peut réellement tester avec des licences pro ou des licences premium per user. En tout cas, donc, je vous montrerai. Donc, la première étape que je voulais vous montrer, c'était les calculs visuels parce que c'est assez intéressant pour aller vite. Typiquement, donc là, c'est une visualisation assez simple, un fake, rien de compliqué, sur la base d'un modèle très simplifié de Visnao, où on a présenté, vous voyez, un PNL, un solde. Voilà, je suis sur mes comptes, j'ai une petite visualisation par mois. Et là, rapidement, donc j'ai une vue par mois et j'ai envie d'avoir, par exemple, un cumul. Donc ici, grâce à l'activation de la preview, juste pour information, quand vous activez les previews, il faut relancer Power BI pour que ça s'active. Vous avez ici, en haut à droite, en fait, un nouveau calcul. Vous voyez, appliquer un calcul à un visuel.
Et quand vous êtes sur ce calcul, il vous présente en fait le tableau. Et ici, vous avez de nouvelles fonctionnalités en cliquant sur fonction. Et vous pouvez par exemple faire somme cumulée. Donc, vous avez un ensemble de mesures qui avant prenaient un certain temps à calculer ou ne fonctionnaient pas très vite quand vous avez des mesures rapides. Enfin, pas très bien quand vous faisait des mesures rapides, là, sont plus fonctionnelles et qu'on peut tout de suite tester. Donc, par exemple, somme de cumulé, donc il vous met directement les nouvelles mesures là, qui sont apparues fin 2023, qui permettent d'aller plus vite sur ces calculs-là. Vous rajoutez la mesure ou le champ et vous faites valider. Et vous voyez, ça vous permet de voir qu'il y a bien une somme cumulée qui s'affiche. Donc, la mesure, désormais, va être portée dans le visuel, ce qui fait qu'en fait, dans le service, c'est aussi plus facile pour les personnes d'aller potentiellement le modifier ou de le revoir. Ici, vous le voyez quand on est ici, donc on a la somme cumulée qui est là, elle s'affiche ici. On peut modifier le calcul, mais il est bien rattaché à ce visuel-là. Il sera porté par ce visuel. D'accord ? On pourra faire la même chose sur un autre visuel. Donc ici, je suis sur un autre visuel, je peux très bien faire la même chose. Nouveau calcul. Je lui redis que je veux, par exemple, on pourrait dire une moyenne mobile, mais là, je vais mettre pareil, la même chose parce que ça s'affiche mieux sur un histogramme. Un solde, je le rajoute, et donc il me présente, vous voyez, mon solde cumulé. D'accord ? Donc ça, c'est une nouvelle façon pour eux de se dire, pour des personnes qui n'ont pas encore de possibilité de développer. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'avoir de plus en plus de users qui vont aller utiliser des modèles certifiés et validés, fiabilisés dans le service. Voilà. N'hésitez pas à agir, ce sont des fonctionnalités que vous avez testées ou que vous découvrez ou qui pourraient vous intéresser. Une autre fonctionnalité qui est arrivée, je ne sais pas si ça vous l'exploitez, donc nous on l'utilise quand même peu, même si on devrait. Il y a la vue mobile. Donc en fait, on peut tout le temps paramétrer sur chaque report une vue mobile. D'accord ? Quand on est sur ces vues mobiles, ici, ils ont rajouté en fait un créer automatiquement qui permet finalement, alors vous voyez, ça ne marche pas très bien, mais c'est une des nouveautés, qui permet finalement de gagner un petit peu de temps dans le paramétrage d'une vue potentiellement mobile où on aurait des indicateurs. Donc il faut quand même bien préparer les visuels en amont, mais normalement ils sont censés les repositionner, vous proposer un UX qui est beaucoup plus fonctionnel, quand on ne s'y connaît pas ou qu'on veut gagner du temps en développement, ou rapidement faire en sorte qu'on ait développé un reporting, on a envie de l'avoir sur sa tablette notamment, parce que ce n'est pas que pour mobile, c'est aussi pour tablette, sur son iPad ou sur son téléphone. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre, on va dire, du gadget, en tout cas, pour les fonctions quand on a des analyses complexes. Mais c'est quand même intéressant. L'autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, donc c'est la partie d'activation en fait de DAX, de copilote, pardon, dans le DAX Query. Vous voyez, quand vous êtes dans la vision DAX Query, ici, vous allez avoir un copilote. Donc, je vais voir si ça fonctionne parce que j'ai activé la fonctionnalité tout à l'heure. Vous pouvez lui demander, par exemple, là, ce que j'ai mis, peux-tu me filtrer la table FFEC avec les écritures du mois de janvier. Alors, j'ai eu ce problème tout à l'heure. Soit vous ne disposez pas d'un... Alors, je vais vous montrer comment on le fait. Normalement, ça prenait 15 minutes pour le faire, parce que j'ai dû faire un espace démo pour la présentation. Donc, je vais juste vous montrer comment l'activer. Je ne sais pas si tu l'as, toi, Vincent, d'activer. Non. Alors, je vous montre. L'option sera plus visuelle. Je vais vous le faire. Et le sujet, c'est qu'il faut quand même attendre entre 15 et 30 minutes pour que le service soit appliqué. Donc, il y a un petit tips. Il faut être administrateur de son tenante Power BI pour que ça fonctionne. Et en fait, vous allez, ou il faudra demander en tout cas à la personne qui est administrateur de le faire, dans l'admin du portail en fait de Power BI, vous allez avoir ici donc tenant sitting. Vous descendez quasiment tout à la fin. Il y a la partie en fait copilote, vous voyez. Et ici, il faut valider en fait, faire en sorte que le preview, donc c'est gratuit pour le moment, le temps du test, que vous puissiez l'avoir pour qu'après ça s'applique sur l'ensemble des reports dans le services et dans le desktop.
Juste aussi, c'est assez intéressant de le savoir. Ils ont quand même bien prévu, parce qu'il faut savoir que donc, toute cette partie copilote fonctionne aussi sur Azure Open AI que vous avez en fait dans Azure. Donc, c'est un service dédié. Et derrière, vous voyez, ils expliquent que le paramétrage par défaut fait que vous restez dans votre zone et les données restent chez vous sur votre Azure. D'accord ? On peut renforcer en disant bah non, je veux utiliser le maximum de données sur Azure pour finalement que mon prompt puisse avoir plus de données, mais c'est pas du tout recommandé dans le monde professionnel. Mais toujours est-il que vous avez en fait cet indicateur ici qui est là et qui permet en fait d'ouvrir les droits. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, c'est entre 15 et 30 minutes pour que normalement ça s'active. Là, je l'ai testé sur la zone de test, donc sinon je revérifierai à la fin. Mais dans tous les cas, ça permet d'avoir un copilote, une vue directe de copilote ici. Ça fonctionne même dans votre copilote sur votre navigateur web, où l'avantage, c'est que vous écrivez directement et il est censé vous aider en fait à aller expliquer une mesure et faire des mesures d'axe d'appel de table. D'accord ? Donc ça, c'est ce que j'avais fait rapidement. C'était l'exemple que j'avais préparé avec mon autre licence. Et vous voyez, il y avait donc, il m'avait écrit cette petite query toute simple qui venait filtrer la table du FEC sur les opérations diverses. L'objectif de faire ça, en fait, quand vous avez cette... alors, pourquoi il ne veut pas me le faire ? Je vais recommencer. Voilà. Hop, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas l'exécuter. Donc, vous voyez, ça permet d'exécuter en fait la vue que vous voulez pour des analyses ou des tests complémentaires. C'est une autre façon de travailler sur la table. La requête DAG, ça fait vraiment une requête sur des tables, là où on va aller tester les données ou les extraire pour des analyses complémentaires. D'accord ? Donc, en voilà, en tout cas, j'ai sélectionné, on va dire, les nouveautés qu'on sera le plus amené, en tout cas, à utiliser au quotidien. Il y en a énormément, notamment sur le Services et avec l'application Copilote. Je suis désolée. Donc, moi, après, je vais essayer de vous montrer. Donc, j'avais préparé cette requête pour le cas d'usage qu'on va faire avec l'application l'IA, pour essayer de finalement avoir une approche par l'IA d'échantillonnage dans le cadre de l'audit. Vincent, je te laisse présenter ton cas. Oui, juste une question pour clarifier. La fonctionnalité DAX avec Copilote, et elle nécessite une licence premium, donc si j'ai bien compris. Excuse-moi, j'étais en train de tousser. Vas-y, redis-moi. La fonctionnalité DAX avec Copilote nécessite-t-elle une fonctionnalité premium? Et est-ce qu'il faut être abonné à Copilote sur Office 365? Alors, normalement, non. Alors, pour tout te dire, c'est aussi compliqué parce qu'ils changent tout. Donc, en fait, entre un mois et l'autre, les choses changent. Je peux donner un exemple. Avec la licence Power BI Pro et Power BI Premium per User, on avait accès désormais à pouvoir modifier le data model dans le Services. C'était encore disponible jusqu'à hier. Et aujourd'hui, par exemple, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut revoir les accès. Il y a beaucoup de choses comme ça où, en fait, ça bouge beaucoup. Et les paramétrages, entre le paramétrage Office, les licences qu'on doit avoir et les paramétrages de Power BI, c'est vrai que ça crée aussi de la complexité. Très clair. Alors, entre Copilote et Power BI, il faut en fait, c'est ce qu'on explique, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut valider, vous voyez, en pré-version. Aujourd'hui, elles sont en pré-version, elles sont gratuites pour toutes les licences, Pro à partir de Pro jusqu'à Per Premium. Il faut pouvoir être admin de son tenante Power BI, donc Fabric, aujourd'hui on dit Fabric. Donc c'est ce que je vous ai montré ici, pour activer en fait le service Copilote en preview. D'accord ? Pour pouvoir ensuite l'avoir dans le Services en preview, on n'aura pas toutes les fonctionnalités, mais certaines fonctionnalités. Et ensuite, ici, l'avoir sur des notions d'exécution de query DAX ou même de mesures en elles-mêmes. Je l'avais montré, il me semble, la dernière fois, qu'on pouvait, sur certaines mesures, aller documenter, en fait, vous voyez, la mesure.
Voilà. Mais là, pareil, j'avais la fonctionnalité, il faut que je revérifie les paramétrages. Alors, on a une question de Serge qui souhaiterait des clarifications sur comment faire avec Copilot et Power BI. Est-ce que c'est possible dans le desktop? Alors, le desktop, c'est ce que je montre. On a 2 fonctionnalités. Donc là, normalement, comme j'ai dit, j'ai validé le service là pour l'exemple tout à l'heure. Normalement, il disait que ça prenait entre 15 et 30 minutes. Donc, bon, de toute évidence, ce n'est pas encore... si aucun de vos espaces n'a la capacité appropriée pour utiliser Copilot, aujourd'hui, c'était un copilote. Je pense qu'en fait, il y a des limitations. Donc, la dernière fois, tu te souviens, Vincent, sur l'ancien Visnao, cette option fonctionnait en pré-version. Donc, avec tous les accès que je vous avais donnés. Donc, peut-être, en effet, qui sont passés sur la licence Total Premium, donc celle qui coûte très cher. Donc ça, j'ai pas... je pense j'avais compris qu'effectivement, pour utiliser Copilot dans Power BI, il fallait avoir une licence fabrique avec un certain code que j'ai oublié et que du coup, ce n'était pas à la portée des abonnements intermédiaires ou d'entrée. Alors, pour être allé à la journée, je ne sais pas si tu l'as fait, mais j'ai fait la journée au Carrousel du Louvre et justement, j'ai fait toutes les previews j'ai fait toute la partie Power BI IA. Et en fait, en effet, quasiment tout copilote dans Fabric est lié à la premium. Donc, celle à $5 000 et quelques par mois. Donc, là, très cher. Mais il y avait encore quelques fonctionnalités qu'ils laissaient ouvertes. Ils sont en train de les refermer. Donc, moi, l'explication qu'on m'a donnée quand j'étais chez Microsoft, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les capacités en termes de data center à date pour gérer l'ouverture totale de Copilot sur l'ensemble des tenantes Microsoft et Fabric. Ils n'ont pas encore les capacités de calcul. Donc, c'est pour ça qu'ils limitent les fonctionnalités les fonctionnalités totales de Copilot dans Power BI aux licences les plus chères. Voilà. Ce n'est pas accessible quand on est une petite structure ou qu'on on le veut pour notre usage personnel. Par contre, ils ouvrent certaines fonctionnalités en pré-version, celles que je te montrais là. Le mois dernier, c'était encore ouvert. Moi, je l'utilise peu, mais la dernière fois, on l'avait testé, c'était fonctionnel. Je pense qu'en effet, maintenant, ils l'ont coupé. Voilà. Donc ça, on pourra retester, en reparler peut-être au prochain atelier pour voir en effet ce qu'il en est. Mais c'est un peu, je ne sais pas si toi, tu as la même expérience, Vincent, mais je trouve que c'est tellement mouvant ces derniers temps qu'entre ce que les licences Copilot, la licence Microsoft qu'on peut avoir et la licence Fabric, les choses changent d'un mois à l'autre en fonction des mises à jour et des mises en prod de Microsoft. Ouais, moi, j'ai testé un peu plus sur la partie IA Copilot dans Excel, Word, etc. Et c'est vrai que la documentation est assez rudimentaire. Donc, ce n'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Et puis, comme tu dis, ça bouge beaucoup. Entre le moment où Copilot a été annoncé et réellement disponible pour le commun des mortels, il y a eu plusieurs mois. C'est ça. Donc, je pense que tout ça bouge très vite. Mais en tout cas, les positions sont là en pré-version. On verra à la fin si en fonction de ce que j'ai validé ou il faut peut-être relancer le Power BI, chose que je n'ai pas fait. Je le ferai sûrement pendant ta présentation. Ok, eh ben, je vais reprendre la main à ce moment-là. Oui. Si tu peux. Merci. Alors, du coup, on va passer à la partie cas d'usage. Il y en aura 2 ce soir. Un premier que je vais vous présenter axé Power Query et un second par Éléonore sur l'intelligence artificielle. Donc, ce premier cas d'usage a pour vocation de vous introduire l'utilisation de Power Query sur le nettoyage de données. Alors, en une quinzaine de minutes, ça restera une introduction parce qu'il faudrait bien plus de temps pour vous montrer tous les tenants et les aboutissants. Mais mon objectif est de vous montrer qu'on peut faire des choses assez sympathiques et avec un investissement plutôt limité grâce à Power Query. Power Query, je le rappelle pour ceux qui ne l'utilisent pas forcément, c'est un ETL, un outil d'extraction, de transformation et de chargement des données qui est intégré au sein de Power BI Desktop et même sur le Power BI Service et qui est également intégré sous Excel depuis les versions environ 2010. Donc normalement, si vous n'avez pas une version trop ancienne, vous l'avez. Ce qui fait que vous pouvez normalement très rapidement l'appréhender
sans investissement parce que tout le monde a Excel. Alors, Power Query, c'est la partie extraction et nettoyage des données qu'on va utiliser en amont d'un projet de data. Ça va être donc l'extraction des données. Et ensuite, sous Power BI Desktop, on va modéliser les données avec les tables, les relations, etc. Et enfin, on va les restituer sous Power BI Service. Donc, ce schéma est destiné à vous rappeler un peu l'enchaînement de ce processus, étant entendu que sous VisNow, il y a une brique Power Query qui va aller chercher les FEC pour les traiter et les importer dans le modèle VisNow. Alors, quel est l'objectif de cette démonstration? C'est de nettoyer un état d'inventaire de stock qu'on va voir dans un instant, afin de l'exploiter sous Power BI ou Excel. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous concevez un script sous Power Query, avec Excel, vous pourrez réutiliser ce script sous Power BI et inversement. C'est le même code de programmation et vous pouvez faire des allers-retours entre l'un et l'autre. Quel est le contexte? Eh bien, souvent, quand on travaille sur des états de stock, on va avoir des exports de documents de logiciels de logistique. Ces exports, vous le savez tout aussi bien que moi, vont être parfois difficiles à traiter. Il y aura des lignes vides, des colonnes inutiles, des sous-totaux, etc. Donc, on va faire des retraitements à la main. Si c'est un fichier qu'on traite tous les mois, c'est 5 minutes, 1 heure ou plus de perdu à la main sur des tâches qui ne sont pas forcément passionnantes. Ça va être aussi des documents qui ont été faits à la main. Donc, un état de stock dans une très petite entreprise qui n'a pas investi dans un logiciel de suivi de stock, forcément, il peut y avoir des erreurs d'arithmétique dans les calculs. On va avoir aussi dans le contexte plusieurs sources de données. Imaginons une société qui a plusieurs établissements. Un établissement a un premier logiciel, un autre logiciel ou un fichier Excel ad hoc. Power Query va nous permettre de traiter ces différentes sources de données et de les homogénéiser en vue de les analyser. Et puis, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour identifier des incohérences dans les données, je le disais dans la revue de presse, pour analyser des anomalies, des montants anormalement élevés, des doublons, etc. Alors, dans la démonstration de ce soir, je vais partir d'un fichier de stock en CSV. Donc là, j'ai intégré le CSV dans Excel. Rien de très anormal. On a un code article, un nom d'article. Alors, on imagine qu'on est dans une société de vente en gros d'accessoires de cuisine. Ce sont des données fictives avec donc des articles, des gammes articles, standard, premium, etc. Une date d'achat, une cible de client, un prix d'achat, une quantité, le nom du fournisseur et une valorisation de stock. Donc, cet état de stock, aujourd'hui, si je voulais m'amuser à travailler dessus, à le comparer avec la compta, j'aurais envie d'avoir le total de cette colonne. Bon, pour l'instant, je ne peux pas parce que les chiffres, je n'ai pas le bon séparateur de décimales. Et de surcroît, à la fin de ce tableau, j'ai une ligne de totalisation. J'ai des colonnes vides, j'ai des lignes vides. Là, par exemple, j'ai des références, mais il n'y a rien. Bon. Donc, ce tableau, il est vraiment à l'état brut et je vais vous montrer comment, avec Power Query, on va pouvoir le retraiter. Il y aura deux choses sur Power Query. Outre la partie nettoyage, il y aura aussi un aspect enrichissement de données dans l'idée qu'on va pouvoir, pour reprendre cet exemple, vérifier que la valeur de stock ici, que c'est bien le produit des quantités fois le prix d'achat unitaire. Et si ce n'est pas le cas, identifier les erreurs et les remonter directement. C'est un exemple très simple et on peut en imaginer plein d'autres. L'idée, c'est qu'à la fin de tout ce processus, on va avoir des données propres en ligne avec les standards requis pour les traiter dans Power BI ou simplement sous Excel pour faire des échantillonnages, pour faire des tests, des observations physiques, etc. Alors, je vais passer directement à la démonstration.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un fichier Excel vierge et je vais aller chercher mon fichier CSV. Donc, je vais commencer par le fermer. Pour aller le chercher, en fait, sous Excel, vous avez dans le menu Données une partie qui s'appelle Nouvelle requête. Et en fait, Nouvelle requête, c'est le module Power Query qui est au sein d'Excel. Il ne l'appelle pas Power Query à ce stade, mais c'est Power Query. Et je vais lui demander à partir d'un fichier CSV. Donc, je vais aller le chercher ici. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'ouvrir une fenêtre qui va me montrer un échantillon du fichier. Voilà, donc on retrouve nos différentes colonnes que je vous ai montrées tout à l'heure, y compris les colonnes vides et les lignes vides. Ce qui est assez intéressant, c'est que automatiquement, il a découpé les colonnes. Alors, parce que tout à l'heure, je vous ai montré le CSV sous Excel, mais il faut savoir que le CSV en format brut, c'est des colonnes séparées par un point-virgule. Donc, il les a séparées automatiquement. Il a détecté le jeu de caractères, ce qui fait que tout à l'heure, quantité, j'avais un problème d'accent, là, je ne l'ai plus. Et voilà, donc là, je peux l'importer sous Power Query. Et cette fois, il m'ouvre le module et on voit en haut ici, éditeur Power Query, comme on pourrait le voir sous Power BI Desktop. Voilà, donc je me retrouve avec le tableau. J'ai pas toutes les, je peux afficher toutes les lignes en descendant, mais ce n'est pas le but. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer le données, c'est-à-dire que je vais créer une sorte de processus sous Power Query avec des étapes. Les étapes étant, je supprime des colonnes, j'enlève des lignes, je fais des transformations, etc. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais commencer par supprimer les colonnes qui ne servent à rien. Donc, il y a celle-ci et ces deux-là. J'ai juste à faire clic droit, supprimer les colonnes, donc ici, et il les a supprimées. Et vous remarquerez que sur la droite, j'ai un petit menu qui s'appelle les paramètres de la requête, qui contient des étapes. Donc, en fait, dès que je fais une action sur le menu central, ces actions vont être enregistrées, nommées, et elles sont séquencées, ce qui fait que si je veux, je peux les annuler, je peux les déplacer, etc. Donc, pour ceux qui ont travaillé sur VBA, c'est un peu comme l'enregistreur de macro d'une certaine façon. Là, je suis en train de lui dire voilà ce que je veux faire. Et le mois prochain ou l'année prochaine, si je retravaille sur un fichier comparable, je n'aurai plus besoin de lui refaire toutes ces étapes. Je lui déposerai le fichier et je n'aurai plus qu'à réappliquer ces mêmes étapes. On va voir un exemple juste après. Je vais retirer les lignes vides. Donc, on va considérer que c'est celles où il n'y a pas de gamme de cibles de clients. Et je vais transformer les montants unitaires pour lesquels j'ai un problème de séparateur de décimales. Donc, c'est le prix d'achat unitaire et la valorisation de stock. Donc, pareil, clic droit, remplacer les valeurs, comme sous Excel quand on fait remplacer point par virgule. Là, c'est vraiment le même principe. Remplacer point par virgule. Voilà. Et là, il faut que je lui dise que c'est un type de données en nombre décimal. Voilà. Et là, alors je vous montre tout de suite le résultat sous Excel. Donc, il est en train de me charger toute ma base. Alors, voilà, c'est un fichier de 2000 lignes qui n'est pas si gros que ça. Et je vous ai montré précédemment la colonne valorisation de stock. Je ne pouvais pas faire de somme. Là, c'est bon. Il est capable de faire les sommes parce que j'ai nettoyé mes données. Alors ensuite, on peut aller plus loin. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de créer des contrôles de cohérence. Donc, je vais créer une deuxième requête que je vais appeler 2 enrichissement, par exemple. Et je vais rajouter une colonne pour vérifier que quantité fois prix unitaire égale valeur du stock. Alors ça nécessite de commencer à rentrer un peu dans du code, sauf que là, on va être sur une formule très simple. Donc, je vais créer une colonne qui s'appelle cohérence. Et là, je vais faire une opération mathématique très simple, valorisation de stock, moins quantité fois prix d'achat unitaire. Ah, alors, il ne me l'a pas pris.
Je pense que j'ai un... Voilà, bon, quantité fois prix d'achat unitaire. Et automatiquement, il m'a rajouté cette colonne avec l'opération. Alors tout ça, j'aurais pu le faire sous Excel, mais le but de cette démo, c'est de vous montrer simplement l'intérêt de Power Query par ce biais. Je vais convertir cette colonne en nombre décimal et je vais lui dire de retirer toutes les valeurs qui sont à 0, ce qui fait qu'automatiquement, je vais avoir toutes les références avec des incohérences arithmétiques dans la valorisation. Voilà, donc là, je me retrouve avec un nouvel onglet avec mes unités de stock qui doivent attirer mon attention et pour lesquelles je vais poser des questions dans le cadre de mon audit. Alors, pour vous montrer l'intérêt, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir mon fichier d'origine et je vais créer d'autres incohérences pour vous montrer que automatiquement, le fichier va être calculé. Alors, hop. Voilà, j'en ai créé, je crois, 4. Je ferme. Et là, je vais appeler Power Query en lui demandant ce qu'il m'a fait, toujours sur le même fichier, mais de le remettre à jour. Si on avait été sur du Excel classique, j'aurais été obligé de copier-coller ou de refaire mes formules. Vous allez voir qu'ici, c'est très simple, il y a 2 clics, clic droit, actualiser, et voilà. Les lignes supplémentaires d'écart que j'ai créées ont été rajoutées à cette liste. Donc, extrêmement dynamique, extrêmement puissant et des gains de productivité considérables lorsqu'on est sur des tâches répétitives tous les mois, voire toutes les semaines. Il y a toute une série de possibilités. Alors, on aurait pu en voir plein d'autres. Je vais vous en donner à l'oral quelques-unes, notamment identifier des doublons, identifier des valeurs négatives. Ça, c'est les grands classiques quand on travaille sur les stocks. Et puis après, bien sûr, on peut dynamiser l'analyse en allant chercher le stock de l'année précédente, parce que Power Query est extrêmement fort pour assembler plusieurs sources de données distinctes et pour pouvoir les comparer. Donc, enrichir notre source de données avec des contrôles, très utile en audit. On va pouvoir filtrer la source, fractionner des colonnes, faire des échantillonnages, etc., etc. Il y a énormément de cas d'usage et on peut l'adopter également, bien sûr, en expertise comptable sur toute une série de processus. Je pense aux données de paye, aux données de facturation, etc. Les cas d'usage sont très nombreux, voire même illimités. Une dernière remarque sur l'utilisation de Power Query. J'avais, lors de la soirée VizNow du 9 novembre, montré un petit exemple de l'usage de l'intelligence artificielle pour s'aider sur Power Query. Vous pouvez revoir le replay en utilisant ce lien ou ce QR code. Et l'idée, c'est qu'en fait, là, j'ai reconstitué l'exemple avec Mistral. Qui est gratuit. Vous pouvez poser vos questions. Voilà, j'ai besoin de trouver telle formule pour utiliser Power Query, je n'y connais rien, ou je veux trouver le code, parce que Power Query, quand on va plus loin, on passe un petit peu dans du code. Et l'intelligence artificielle est très, très bonne pour générer du code ou pour vous donner la fonction que vous cherchez. Peut-être que parfois, ça va être quelle est la fonction pour identifier les 6 premiers caractères d'une chaîne, etc., etc. Alors, maintenant, ce n'est pas une obligation. Power Query peut être utilisé. C'est vraiment un outil low-code, voire no-code. Dans le ruban de Power Query, vous avez toute une série d'actions qui sont prévues. Et c'est un outil vraiment qu'on peut utiliser sans coder, en allant assez loin. Alors, c'est sûr que le code permet de gagner en performance ou d'appeler des fonctions un peu plus sophistiquées, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc vraiment, je vous incite, si ce n'est pas déjà le cas, à l'essayer et à faire des petites choses et vous verrez assez vite que dans votre quotidien professionnel, Power Query se prête à pas mal d'actions. Donc voilà pour cette petite présentation assez rapide. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser avant qu'on passe au cas suivant.
Bon, je crois que ça a l'air clair en tout cas. Le deuxième cas qu'on voulait vous proposer, c'était une tentative d'échantillonnage, en tout cas via des modèles statistiques que pourraient proposer des solutions donc d'IA générative. Donc j'ai utilisé notamment donc ChatGPT, donc on verra. Je vais vous expliquer donc le cas qui a été proposé. Ah oui, dans Données, Olivier. Dans l'onglet Données. Ça va être dans Données et puis parfois ça s'appelle récupérer et transformer. Ça dépend un peu de la version d'Excel, mais c'est vraiment sur la gauche du menu Données. Attends, je vais partager de toute façon mon écran. Alors. Donc là, tu as requête et connexion. Je le montre rapidement, Olivier. Tu as requête et connexion. Et quand tu vas ici, tu peux ajouter directement un état quelconque à une plage. Par exemple, attends, je vais le faire comme ça. Données, ajouter. Ou une plage. Attends, je vais le mettre comme ça. Hop. Et il te crée en fait directement l'ouverture de l'éditeur Power Query. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mais ça existe dans Excel. Alors, à part cette petite parenthèse, donc l'idée là du sujet, je vais relancer le Power BI, c'est pas grave. Donc l'idée de ce qu'on voulait essayer de faire, c'était de montrer comment on peut s'appuyer en tout cas sur l'IA générative pour proposer des méthodes de sampling, donc d'échantillonnage, notamment dans le cadre de l'audit, qui pourraient nous faire gagner un certain nombre de temps et permettre de documenter l'approche. Il faut faire hyper attention parce que parfois les résultats sont quand même faux ou aberrants. Du coup, il faut quand même prompter des choses qu'on maîtrise et pouvoir quand même bien regarder les choses pour s'assurer que les résultats soient probants. Donc l'idée, il y avait plusieurs cas. Ce que j'ai essayé de faire, c'était le cas qui était proposé, c'était de se dire sur le contrôle notamment des écritures manuelles. Donc vous avez un FEC avec les personnes qui ont saisi ou simplement on peut sélectionner là, les OD. Donc c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. C'était de sélectionner, vous voyez, le FEC avec un filtre sur les opérations diverses, de sortir en fait cette population grâce à Viznao, de le mettre dans un fichier Excel que j'ai appelé ODFEC par exemple, sous un format entrée qui nous permettrait finalement d'avoir l'échantillon, déjà la population, parce que pour le coup que vous utilisez ChatGPT, ne mettez pas non plus des bases qui soient trop lourdes. Donc l'avantage en utilisant Power BI, et l'idée après, on pourrait faire même des appels de prompt de GPT directement dans Power BI. Je pense que ça fera partie d'un prochain atelier, ça Vincent. J'ai commencé à le faire et ça fonctionne pas mal. Mais il faut avoir donc déjà GPT payant et avoir la clé API, une clé unique qui permet en fait de pré-prompter, faire des appels de prompt directement dans Power BI. Mais toujours est-il que quand vous avez cette table, l'idée c'est que quand même vous sélectionnez votre population et c'est cette population que vous allez envoyer à ChatGPT pour que finalement il soit plus rapide. Voilà. Aussi une astuce, fonctionner sur les heures où les États-Unis ne sont pas réveillés, parce que dès que les États-Unis se réveillent, les capacités de... Donc là, ils sont réveillés là normalement, et les capacités de ChatGPT notamment se dégradent vraiment considérablement. Il y a même des calculs, donc j'espère que là, ça va fonctionner, mais il y a des calculs qu'il ne fait plus, ou quand on lui demande de faire du Python ou du traitement, il n'arrive plus trop à le faire, il bug beaucoup plus en fait, parce qu'il a moins de capacité de calcul. Donc voilà, c'est une petite astuce, c'est un moment d'essayer de faire ce genre de choses. Donc l'idée, là, c'était de se dire, j'ai pris un cas, il y avait deux cas que j'avais préparés. Le premier, c'était vraiment de réfléchir, de voir avec lui, de lui dire que c'était donc je vais agrandir la vision, que c'était un commissaire aux comptes, qu'il était analyste en France, que c'est la réglementation française qui s'applique,
et qu'il doit auditer les écritures manuelles et proposer un échantillonnage attesté. Voilà. On lui dit, voici le fichier des écritures comptables, parce qu'on va pouvoir lui envoyer le fichier des écritures comptables sous format Excel. On lui demande, peux-tu me confirmer que tu parviens à le lire? Parce que parfois, il peut avoir des difficultés à le lire, parce que c'est question de format, donc c'est important de lui demander ça. Peux-tu ensuite réaliser les analyses suivantes en proposant des visualisations statistiques pertinentes? Donc, sur les stats applicables la plupart du temps à des populations comptables, il y a 3 analyses statistiques qui sont assez intéressantes. C'est la recherche, lui demander de rechercher par des modèles statistiques des valeurs aberrantes, identifier les écritures avec des montants de débit ou des crédits exceptionnellement élevés ou bas, mais par l'application de modèles statistiques, pas par un top 10 ou un top 5. Donc, il va utiliser des quartiles, des boîtes à moustaches, ce genre de choses, on verra. Analyse temporelle, examiner la distribution des écritures par date pour détecter des périodes avec une activité inhabituellement élevée ou faible. Des répartitions, donc répartition par journal, donc par journaux. Là, j'ai fait normalement que sur, je vais revérifier que c'est bien sorti, que sur les opérations diverses. C'est-à-dire que ce que j'ai fait un filtre, vous voyez, sur opérations directes. Excel ou Power BI. Je n'ai pas tenté Mistral AI sur Power BI, juste la clé web de ChatGPT. Oui, c'est vrai que la plupart des modèles de langage d'IA ont leur API, je pense à Claude AI. Oui, ça doit fonctionner. Google est en train avec Gemini Pro, est en train de le mettre en place aussi. Donc, on peut faire son marché où on veut. Tout à fait. Donc, du coup, là, l'idée, c'était que, vous voyez, j'ai fait le fil sur opérations diverses du libellé. Et en fait, en effet, il y a plusieurs journaux qui sont disponibles d'opérations diverses dans ce cas précis. Donc, lui demande une distribution pour savoir si même si ce même journal s'appelle opérations diverses, pourquoi finalement, chez ce client, on a X journaux opérations diverses, d'une certaine manière. Et donc, dans le prompt, l'idée, c'est de lui demander potentiellement d'aller analyser cette répartition et comprendre s'il n'y a pas des journaux spécifiques avec des populations spécifiques. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi dans Power BI, mais l'avantage, c'est d'avoir une approche globale et finalement de voir ce que l'IA générative est capable de sortir et qui va permettre de documenter peut-être plus rapidement parce que la mise en place de Python dans Power BI n'est pas impossible, mais ce n'est pas la plus facile. C'est-à-dire qu'on utilise souvent des scripts Python, mais les scripts Python, limite, c'est quand même moins que d'utiliser du Jupyter pour avancer sur des bibliothèques et des analyses statistiques. Ça fonctionne quand même moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, dans Fabric, il y a tout à fait la possibilité de fonctionner comme du Jupyter dans Fabric. Donc, je ne vous ferai pas la démo maintenant, mais en tout cas, ils proposent désormais ça dans Fabric, de fonctionner sur du développement data analysis Python, avec vraiment chaque étape visualisée, des tests de bibliothèque Python dans Power BI. La dernière analyse que je lui ai proposé de faire, c'était qu'il me propose en fait des catégorisations de comptes, voir si certains comptes ont des volumes d'écriture anormalement élevés ou des montants atypiques. Et bien sûr, dans la question, je lui dis en proposant des visualisations statistiques pertinentes, parce que je ne veux pas juste qu'il me donne des analyses, je veux qu'il puisse s'appuyer sur des modèles statistiques. Donc, l'idée, c'était de voir si ce prompt fonctionne. Donc, je l'ai envoyé dans ChatGPT. Donc, on va le faire en direct. Donc, l'idée, c'était de je vais prendre le bon texte. Hop, je mets ça. Je lui mets le texte. Il le copie toujours un peu mal, donc je vais juste rajouter sur les 4 analyses ce que je lui demande. Je rajoute l'extraction que j'ai faite de Power BI. Et là, je me permets juste de préciser que pour faire ce type de prompt, il faut l'abonnement ChatGPT+, qui permet de joindre un fichier au prompt et de bénéficier de GPT-4 de surcroît. Tout à fait. Tout à fait. En effet, il faut passer sur la version payante dès qu'on veut uploader.
Vous voyez, sur Mistral, ce n'est pas possible parce qu'en fait, on ne peut pas lui mettre où il faut faire des copier-coller de bouts et du coup, ce n'est pas probant. Donc, en effet, dès qu'on commence à vouloir tester ce genre d'analyse, il faut pouvoir quand même passer par ce type, par la version payante en tout cas, où on va pouvoir lui envoyer de la data. Donc, l'idée, c'était de voir ce qu'il était capable de sortir et si ce qui sortait n'était pas trop aberrant. Voilà. Dans tous les cas, j'ai gardé une version si, comme je vous l'ai dit, hein, le problème, c'est que quand les États-Unis sont réveillés, les performances, elles baissent énormément. Donc, on va regarder tout à l'heure. Je l'avais retesté, ça fonctionnait bien. Voilà, donc l'avantage de lui avoir demandé de vérifier, c'est qu'il vérifie vraiment sa compréhension du fichier. J'ai réussi à ouvrir et lire le fichier des écritures comptables. Voici un aperçu des premières lignes qui montrent la structure des données. Donc c'est important parce que parfois, pour X raisons, il peut avoir du mal à les lire, que ce soit du CSV, peu importe le fichier. Donc c'est important de le mettre pour s'assurer que tout fonctionne. On aurait pu lui demander combien de lignes avait l'état qu'il lisait, pour s'assurer qu'il avait bien lu le bon nombre de lignes. Une fois qu'il a fait ça, le fait de lui avoir demandé les choses au fur et à mesure, il va du coup directement faire l'analyse. Quand il l'a fait, il applique des modèles statistiques Python. Il ne va pas forcément montrer le code qu'il exploite. Je ne vais pas demander de le mettre. Donc, on pourra voir à la fin s'il peut nous proposer, en fait, nous montrer le code Python qu'il va déployer pour présenter les analyses visuelles qu'il nous montre. Vous allez voir. Donc, vous verrez, dans certaines analyses, c'est parlant. D'autres, les analyses sont bonnes, mais les visuels ne sont pas très lisibles. Et il est difficile de lui faire des analyses plus lisibles. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer, même si les résultats sont bons. Donc, il peut bien sortir, mais parfois, il a du mal à bien paramétrer le visuel pour qu'il ait du sens, ou tant qu'il montre les bonnes populations. Le live est terminé, mais on nous suit quand même, je ne me rends pas compte. Oui, vous êtes toujours en direct. D'accord. Comme je ne voyais plus le nombre de personnes connectées, Pierre, je ne savais pas. Tu peux continuer, hein, c'est toujours... Oui, il est en train de travailler. Je vais vous pardon, excuse-moi. C'est comme je te dis, c'est pas la meilleure période pour faire ces analyses. Je vais vous montrer ce qu'il était ressorti de l'autre prompt. Comme ça, on va gagner du temps. Je vais le relancer. J'espère. Voilà. Donc, est-ce qu'entre-temps, lui, il a travaillé? Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, sur exactement le même prompt, il ne m'a pas ressorti la même chose. Ça, c'est inhérent aux IA génératives où c'est extrêmement aléatoire. Donc ça, on va pouvoir voir la différence. Oui, mais parfois, pour répondre donc à la question de Serge, qui est de dire, parfois, ChatGPT, en effet, refuse de faire certains calculs ou est en défaut, il faut le relancer ou il faut attendre. Parfois, il y a vraiment des questions de capacité. Quand il y a X personnes dans le monde qui lui demandent de travailler sur ces serveurs, à un moment, il ne sait même plus quoi faire. Donc, c'est là que ces résultats sont quand même moins bons. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Et vous voyez, finalement, il a pris pas tant de temps que ça et il n'a pas détaillé sa réponse. 1 heure avant, quand j'ai relancé pour tester, j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, quand même, qui est beaucoup plus détaillé. Où, en fait, il m'avait détaillé donc, chaque analyse en disant que lui, il avait... Là, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, il a utilisé donc, une boîte à moustache qui, pour moi, n'est pas vraiment une boîte à moustache. Bon, ça aurait pu être mieux. Avec certaines valeurs aberrantes qui sont justes. Il les identifie. Donc, il le fait en fonction d'un certain nombre des quartiles qu'il a identifiés. Il prend ces valeurs-là et on peut lui demander après d'extraire le fichier, de mettre ces populations dans un fichier Excel et de les extraire. Il a détaillé, hein, je vous remontre. Donc là, il a rajouté des choses, mais c'est moins détaillé. Hein. Donc, on va vérifier.
Il proposait donc une analyse temporelle, mais vous voyez ici, c'est pareil, il l'a fait donc par date avec des pics sur certaines dates. Ça, typiquement, c'est pas forcément... c'est là qu'on voit qu'en fait, GPT ne peut pas... Si on lui en demande trop, il n'est pas en capacité de faire les bonnes analyses. Donc, il faut être vraiment très spécifique. L'idée, c'est de faire vraiment une approche par entonnoir, donc de lui proposer de faire ça, de voir les analyses qui ressortent le plus juste pour ensuite s'appuyer dessus. Donc, vous verrez que celle sur laquelle moi, je me suis appuyée, qui m'a semblé en tout cas la meilleure et que j'avais réussi à reconstruire dans Power BI, c'est vraiment l'analyse des valeurs aberrantes. C'est-à-dire par rapport à la boîte à moustaches, il est capable d'aller en fonction des moyennes et des quartiles notamment, d'aller prendre les populations qui sont atypiques dans ces analyses-là. Ici, il a fait un graphique qui est assez simple, vous voyez, qui était la répartition en fait des écritures par journaux. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Où on voit clairement que XO, X0 est le journal le plus utilisé. Là, clairement, en tout cas, moi, ma frustration, c'est de me dire que ça, c'est clairement une analyse qui est beaucoup plus riche dans Power BI. Parce qu'elle va être dynamique, parce que je vais pouvoir cliquer rapidement sur un élément pour l'avoir. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant qu'ils nous le disent. Ça peut donner des idées de visualisation et de présentation dans Power BI, mais je ne trouve pas en tout cas qu'on puisse vraiment s'appuyer sur l'outil en lui-même, sur l'IA, pour finalement, c'est un élément parmi un autre qui sera plutôt à analyser dans Power BI. Un autre élément donc, qui est intéressant et qu'on retrouve souvent dans des analyses qu'on peut faire, c'était donc le nombre d'écritures par compte. Donc ça, il représente par contre. Bon, vous voyez, il ne met pas les données, donc il faut lui préciser qu'il faut qu'il mette des en-têtes de données. Il faut vraiment tout spécifier. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est fait, il faut lui reposer la question. Donc typiquement, sur ce genre d'analyse, en tout cas, à mon sens, Power BI est plus adapté. La data vise et certains paramétrages font gagner du temps. L'IA générative va plutôt venir pour expliquer le modèle. Pourquoi la démarche ? Pourquoi j'ai utilisé ce modèle ? Quelle va être ma démarche statistique derrière ? Quelle a été mon approche ? Voilà. Donc, ce qui a été fait ici, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ce que je lui avais demandé, donc j'espère que ça a conservé l'analyse, on peut lui demander, donc si on n'est pas des statisticiens puristes, finalement de lui dire déjà, peux-tu me réduire l'échantillon ? Donc moi je lui ai dit que celle qui était plus intéressante était la valeur en fait aberrante, que je souhaitais que sur cette valeur aberrante il se concentre et qu'il explique finalement sur la valeur aberrante, je voulais qu'il réduise l'échantillon parce que le fichier que j'ai ressorti, j'avais je crois 110 sur la population. Ce qui était trop en fait. Donc finalement, je lui ai demandé de réduire cette population-là. Et l'avantage, c'est qu'il explique sa démarche. Pour réduire l'échantillon des valeurs aberrantes, en fait, lui, il a changé le critère de quartile. Et donc, il arrive à 89 lignes. D'accord ? Ça, c'est des choses où on mettrait plus de temps à le faire, clairement, pour moi, dans Power BI. Où il faudrait... Ça vient appuyer finalement des démarches qu'on peut mettre en place dans Power BI. Et du coup, je me permets juste, c'était une des questions de Serge tout à l'heure qui disait finalement, l'IA, qu'est-ce que ça apporte par rapport à de l'analyse de données classique ? Là, tu viens de montrer qu'il y a un gain de temps et c'est parfois un peu plus approfondi. Il y a un gain de temps et surtout, ça permet de documenter la démarche statistique et de la tester. Après, c'est pour ça que quand on va pouvoir adosser ce type d'analyse directement dans un visuel ou s'appuyer sur cette analyse pour faire le paramétrage du visuel dans Power BI, du coup, on a tout de suite la preuve, le cadrage, les objectifs de ce qui ont été faits et finalement le contrôle des résultats dans Power BI. Je trouve en tout cas que de travailler entre ChatGPT et Power BI permet d'aller contrôler nos résultats et notre approche. Parce que typiquement, je ne vous ai pas montré, j'avais préparé un autre prompt que je pense qu'on présentera une autre fois, où en fait l'idée c'était d'aller un peu plus loin et de lui faire des contrôles qu'on a l'habitude de faire, qui sont faciles à faire dans Power BI. Donc vous voyez, c'était le test des jours fériés, le test du top débit, du top crédit, du potentiel doublon. Et de lui faire écrire en fait une requête qui allait enrichir le FEC de tout un tas de colonnes de pré-sampling. Et en fait, il a eu beaucoup de difficultés à le faire.
Donc, ça veut dire aussi, l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire et jusqu'où il faut aller. Typiquement, ça, dans Power BI, on peut le faire très rapidement. Le faire par le chat GPT permet aussi de tester, il explique mieux sa démarche. Par contre, il faut faire extrêmement attention d'aller vérifier les résultats. Parce que typiquement, tout à l'heure, il ressort des populations qui sont totalement fausses. Donc, si on ne sait pas, et ça, il faut faire très attention avec des profils juniors qui seraient tentés de développer des approches ou de se dire « je m'appuie totalement sur l'IA pour développer une requête avec des samplings », s'ils ne maîtrisent pas le contrôle des samplings, la méthode de contrôle en fait de ChatGPT, les résultats peuvent être vraiment extrêmement faux. Voilà. Donc, c'est une mesure de précaution à prendre. Et ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est d'un prompt à l'autre, c'est ce qu'on disait Vincent, on n'a pas les mêmes résultats. Voilà. Donc, j'aurais préféré, donc ça, pareil, je pense que quand je l'avais fait étape par étape, je l'avais fait faire étape par étape. Il avait plus ou moins réussi les 2 premières étapes. Grosso modo, c'était de lui dire, tu rajoutes des colonnes, tu vas dire si c'est le lundi, le mardi, le jeudi. Il est capable de savoir, d'aller rechercher l'information pour savoir si c'est des jours fériés en France. Donc, c'était assez intéressant aussi, parce qu'on peut avoir cette notion d'aller rechercher les jours fériés et de se dire, bon, bah, flague-moi ces jours-là et sors-moi les populations des week-ends et des jours fériés. Voilà. Ça, il l'a plutôt bien fait, mais dès qu'on commence à lui rajouter les prompts que là, je vous présente fonctionnent à chaque fois sur les 2 étapes. Dès qu'on lui rajoute une 3e ou une 4e ou une 5e étape, il a du mal à cumuler les étapes. Il prend des biais et parfois, il ne prend pas les mêmes biais. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ce que je dirais, la résultante en cas du cas pratique et de ce que je vous ai montré ici, qui est assez fonctionnel, c'est 2 approches différentes. L'une, on lui demande à pré-requêter, à gagner du temps, un petit peu comme l'aurait fait Power BI avec des paramétrages. L'autre, on lui demande d'aller appliquer des modèles statistiques et de nous les expliquer pour voir si on peut finalement trouver plus facilement par des modèles statistiques des atypismes. Donc, comme je l'expliquais, ça, c'était assez intéressant, l'approche des valeurs aberrantes, où il expliquait qu'en fait, cette analyse permettait d'identifier des signaux d'erreur. Une valeur aberrante pourrait indiquer une erreur de saisie, une transaction inhabituelle qui pourrait être frauduleuse ou requérir une investigation supplémentaire. Ce genre d'analyse, on a beaucoup de mal à le faire en analyse de données. C'est vraiment les stats qui vont permettre de mieux identifier. C'est que dans la recherche de fraude, c'est des algorithmes qui tournent. Impact sur les analyses, les valeurs aberrantes peuvent fausser les moyennes et d'autres statistiques donnant une image inexacte de la santé financière ou des tendances. Donc, ça permet rapidement, pareil, sur des analyses de tendances, d'aller identifier ces valeurs-là. Enfin, identification de tendances et d'événements exceptionnels, d'aller identifier donc, sur une population quelles sont les valeurs vraiment atypiques, en plus et en moins, et sur des quartiles, et en prenant des critères différents. Il va les prendre, on lui indique des critères. Donc, on va lui dire les critères qu'il doit prendre en compte, c'est les journaux, c'est les mois, c'est la personne qui a saisi, et en fonction de ces critères, il va aller resegmenter les populations. Ça, clairement, Power BI, pour le mettre en place dans Power BI, c'est très long. En adossant ce genre d'analyse statistique plutôt à ChatGPT, on peut quand même aller plus loin et proposer une approche plus complète quand on a de larges volumes de données et qu'on veut gagner du temps et être un peu plus pertinent sur nos approches d'analyse d'écriture manuelle où souvent c'est tout le temps les mêmes choses. Hein. C'est top 10 sur certains comptes, les montants ronds, les jours fériés. Et en fait, on a beaucoup de mal à les croiser plutôt les critères avec des approches statistiques. Et là, il est assez intéressant de prompter ce genre d'analyse parce que ça permet vraiment de gagner du temps. Et en tout cas, moi, sur la population qu'il a sortie à la fin, que je vais vous montrer, il a sorti une population qui était tout à fait pertinente, que j'ai revalidée. Donc, je vais juste essayer de le retrouver, s'il le met à disposition pour vous le montrer. Voilà. Donc là, c'était suite. Oui, non, bien sûr, il n'est pas dans le fake, initialement. La personne qui saisit, c'est une donnée à rajouter au fake. Hein. Dans ce que j'ai fait tourner, je n'ai pas mis la personne qui saisit, j'ai juste pris les OD pour information et les dates.
Et sur cette base-là, il a pu me sortir en fait les valeurs aberrantes qui étaient tout à fait justes. Donc finalement, ça permet d'avoir un panel d'écriture. Donc là, il en a sorti 107, c'était mon premier échantillon. Je lui ai demandé de réduire, il en a sorti 89. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut s'appuyer sur ChatGPT pour aller documenter cette population. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une approche qui permet, quand on veut faire des choses un peu plus poussées et appliquer des statistiques, de s'appuyer en tout cas sur l'outil. Les limitations, c'est vraiment de bien vérifier le modèle, les résultats, hein, bien sûr. Faire attention à le faire tourner aussi aux bonnes périodes, parce que je vous assure que les résultats ne sont pas les mêmes. Sur tout ce qui va être paramétrage plutôt de requête, bien vérifier son interprétation à chaque étape. Est-ce que vous avez des questions? Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on n'en avait pas. C'est un très beau cas d'usage parce que tu as utilisé un prompt qui est assez approfondi, hein. On voit que les techniques de prompt, sans rentrer dans les détails, il y a toute une série de cases à cocher et là, elles sont cochées. Et je pense que tu as bien mis en exergue le fait que l'IA, ça s'utilise en conjonction avec Power BI sur tes exemples et bientôt peut-être avec Copilot au sein de Power BI. Alors, sur l'écran de Vincent a présenté du Mistral, c'est moi qui ai présenté aussi du Mistral. Mais la problématique de Mistral, en tout cas moi sur la version, on ne pouvait pas intégrer de fichiers. En fait, il faudrait utiliser l'API de Mistral pour bénéficier de leur... Alors, ceci étant, Mistral, les modèles de données Mistral, à l'origine, étaient open source. Donc, on peut utiliser, si on a envie, le modèle de langage Mistral qui est téléchargeable librement et l'intégrer. Bon, ça demande un petit peu de compétences techniques et sinon, utiliser l'API sur les derniers modèles qui, eux, ne sont pas open source. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a dépassé le temps, mais bon, ça a l'air bon. Ouais. Bon. Dans tous les cas, comme d'habitude, on repartage. On peut avoir l'idée de l'auteur dans le fake avec SAP. Oui, tout à fait. Mais avec d'autres analyses aussi. D'autres outils aussi. Donc, trouverait-il que... comme d'habitude, donc il y aura un replay. N'hésitez pas, on communique via notamment LinkedIn s'il y a des questions et surtout si vous avez des idées de sujets. Je pense que sur les prochains sujets qu'on va aborder, comme je le disais, on aura sûrement pareil l'usage de Power BI et de l'IA. On verra avec Copilot si on a des préversions qui peuvent être exploitées. Vincent, je ne sais pas si toi tu avais d'autres... Oui, j'aurais envie de dire, il y a une date à retenir, c'est le 4 juillet, qui sera le prochain rendez-vous, sous un format un petit peu différent, puisqu'on a prévu une matinale sur des cas en lien avec, sur des cas Power BI. Le périmètre n'est pas encore défini. Donc voilà, n'hésitez pas à bloquer cette date sur vos calendriers. Oui, on aura une communication dessus une fois qu'on aura bien validé le programme. Donc, voilà. Merci à tous en tout cas. À très bientôt. Merci, bonne soirée à tous et bonne saison fiscale d'audit et bonne fête de Pâques. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est à vous, Vincent et Léonore, de quitter le live pour mettre fin au live. D'accord.